Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Oui, Monsieur le Préfet, bienvenue sur notre plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Allô? je vous écoute. Oui. Oui, je vous écoute. Alors, déjà, je voulais remettre un petit peu une mise en perspective. Quel est le rôle d'un préfet sur une région? Oh là, en temps normal ou en temps d'épidémie? Alors, les deux. Non, le préfet de région, il a un rôle de régional, mais il est aussi préfet de département. Donc, en tant que préfet de région, j'ai une compétence qui est essentiellement de nature économique, et puis une définition d'orientation au profit des services de l'État dans la région, des préfets de département concernant la mise en œuvre des politiques publiques. Mais chaque préfet de département conserve en propre les missions qui sont les siennes, principalement dans ce qu'on appelle les missions régaliennes, c'est-à-dire la gestion de l'ordre public, la gestion des problématiques de sécurité civile. Voilà, donc pour résumer, le préfet de région, qui est aussi préfet de département, il a un rôle d'animation des politiques publiques vis-à-vis de ses collègues dans les départements, et notamment en matière économique. Parce que j'ai essayé de regarder un petit peu le rôle d'un préfet un peu plus en détail. Donc, quand on commence à lire des informations qui définissent votre fonction, on commence par un petit texte d'une ou deux lignes qui se transforme en paragraphe, qui se transforme en préambule d'un sommaire. Et enfin, c'est une fonction qui a l'air d'être sacrément complexe. Bah, écoutez, non, enfin, c'est pour ça qu'il faut pas se plonger dans les textes. Il faut simplement regarder les choses simplement. Le préfet est le représentant de chacun des ministres dans la région et dans les départements. Il a une fonction d'autorité sur les services de l'État dans la région et le département. Il en est le patron, à l'exception d'un certain nombre de domaines dans lesquels il n'a pas de compétences. Bien évidemment, tout ce qui relève de l'éducation nationale, qui appartient au recteur, tout ce qui relève des finances publiques, qui appartient au directeur régional des finances publiques, tout ce qui relève, bien sûr, de la défense nationale, et par principe, évidemment, tout ce qui relève de la justice et du judiciaire, qui est totalement autonome et indépendant par rapport au pouvoir des préfets, qui sont représentants de l'exécutif. Voilà, donc il faut, je pense, s'en tenir aux idées simples et ne pas rentrer trop dans le détail. Et pour une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise peut attendre de vous en temps normal et en temps de crise? Bah, écoutez, vous savez, il y a eu dans notre pays depuis quelques années un certain nombre d'évolutions dans la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Depuis quelques années maintenant, une grande partie des compétences économiques ont été confiées aux régions, qui ont une fonction de chef de file. Donc, pour les chefs d'entreprise, il y a en matière économique une référence État, mais il y a aussi une référence conseil régional, une référence établissement public de coopération intercommunale, les métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, qui ont aussi une compétence en matière économique. Pour ce qui concerne l'État, nous avons un cœur de métier qui reste tous les contrôles liés à l'activité économique, notamment le contrôle, par exemple, des activités classées pour la protection de l'environnement, tout simplement le contrôle des transporteurs routiers. Tout ceci, ce sont des missions qui sont en relation avec l'économie et qui appartiennent en propre au préfet. Sur l'animation économique, écoutez, il y a un chef de file à région, mais nous sommes aussi sur beaucoup d'aspects en appui des conseils régionaux. Je pense notamment au plan d'investissement dans les compétences, dans lesquels l'État a investi en région plus de 250 millions d'euros, qui est un champ dans lequel nous agissons conjointement avec la région. Voilà. Donc pour un chef d'entreprise, l'État, c'est des missions régaliennes, ce sont des missions de contrôle, ce sont des missions de police économique, de police environnementale, mais il y a aussi la mise en œuvre des politiques publiques de l'État de soutien à l'économie qui nous mettent le plus souvent en partenariat avec les conseils régionaux et éventuellement aussi avec les établissements publics de coopération intercommunale. Et est-ce que vous avez un rôle d'influenceur auprès des politiques locaux? Non, je ne suis pas influenceur. Pardonnez-moi ma réponse un peu abrupte. Il ne faut pas confondre les registres. Moi, je suis représentant de l'État, je suis chargé de mettre en œuvre des politiques publiques. Et la relation entre État et collectivité locale, ça ne se retrouve pas, ça ne se définit pas à travers ce terme d'influenceur. Nous avons des relations de partenariat. Mon rôle, c'est de porter auprès des élus des collectivités territoriales des politiques de l'État
de chercher dans toute la mesure du possible des terrains d'entendre et la possibilité de converger, ce qui est très largement le cas en région Bourgogne-Franche-Comté, je m'empresse de le dire, très très largement le cas, mais c'est pas un rôle d'influenceur. Chacun est dans sa mission et dans sa compétence, et je pense que les élus, si vous en aviez autour de vous, vous diraient qu'ils n'attendent pas du préfet qu'il les influence. Ils attendent du préfet ou des services de l'État qui entretiennent avec eux des relations transparentes, franches, d'appui, pour rechercher des convergences sur des projets d'intérêt commun. Et comment on fait, quand on est préfet, pour avoir une vision globale du territoire et savoir un petit peu comment dispatcher les ressources, comment orienter la politique de l'État, parce que les domaines de compétences sont sacrément vastes? Écoutez, on a une organisation territoriale de niveau régional, on a une organisation territoriale de niveau départemental, voire infradépartemental. On a des contacts quotidiens avec les acteurs du territoire, les élus que j'évoquais à l'instant, mais aussi un certain nombre d'acteurs associatifs, évidemment les acteurs économiques, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Donc autant de vecteurs de cette information dont nous avons besoin pour intervenir et agir au quotidien. Vous savez, dans l'administration de notre pays, nous avons une particularité par rapport à d'autres pays européens d'avoir cette organisation territorialisée de l'État. Et si nous avons depuis plus de 2 siècles désormais une organisation de cette nature, c'est justement parce qu'elle permet à l'État de se nourrir, de s'alimenter à travers toute une série de capteurs d'informations de terrain et d'avoir une action qui soit la plus pertinente possible et au plus proche du territoire. Alors, j'avais une première question d'entreprise, donc qui reste encore un peu généraliste, qui est qu'est-ce que, en tant que chef d'entreprise, on peut demander et attendre à un préfet? Oui, enfin, c'est un peu généraliste, et puis c'est une question que vous aviez déjà un petit peu posée avant. Donc là, ce qu'il peut attendre de nous, c'est d'abord d'obtenir toute l'information utile sur la mise en œuvre des politiques publiques. Donc pour peut-être revenir vers le sujet qui nous préoccupe tous en ce moment, pour la mise en œuvre des dispositifs de l'État en réaction à l'économie et à l'épidémie et pour maintenir notre activité économique, c'est directement vers les services de l'État que les chefs d'entreprise doivent se tourner pour obtenir les reports d'échéances fiscales et sociales, voire des annulations, pour obtenir toutes les informations utiles en y associant bien sûr la Banque de France sur les prêts garantis par l'État, les 300 milliards d'euros. Et puis aussi, c'est bien le service de l'État qu'il faut se retourner, ceux de la directe, pour bénéficier du chômage partiel, enfin plutôt de l'activité partielle, c'est le terme exact qu'il faut employer. Et puis de la même manière, c'est vers l'État qu'il faut se retourner pour obtenir toutes les informations utiles sur le fonds de solidarité qui bénéficie aux petites entreprises et qui est doté de 100 milliards d'euros. Voilà. Donc en situation de crise comme nous sommes aujourd'hui, ce sont les administrations d'État, les administrations économiques de l'État qui sont en première ligne pour obtenir les informations utiles. Je précise également que nous avons, depuis le début de cette crise, des contacts très très réguliers avec les organisations syndicales de salariés, avec les organisations professionnelles, avec les établissements consulaires, que ce soit au niveau régional, au niveau départemental, et que ce sont ces échanges réguliers d'informations des échanges réguliers qui nous permettent de diffuser de l'information et de nous appuyer sur ces différents réseaux pour toucher l'ensemble des entreprises. Ce qui est important dans une situation de crise telle que nous l'avons connaissons, c'est de bien marquer un continuum entre ce que fait l'État, ce que font les collectivités, ce que font les établissements consulaires, ce que font les branches professionnelles. C'est pour ça qu'on se rencontre très régulièrement, de telle façon que l'information puisse, par capillarité, atteindre tous les chefs d'entreprise, même les plus petites entreprises. Toujours en parlant donc de l'épidémie, puisque vous êtes rentré dans le sujet, est-ce que en tant que préfet, vous avez la possibilité de réorganiser ou de demander à des entreprises de se réorganiser, de se structurer pour répondre à des demandes particulières? Non, en aucun cas. Moi, je n'ai pas de pouvoir en ce sujet. Je veux dire, l'épidémie bouleverse beaucoup de choses, mais elle ne touche pas à l'essentiel et l'État n'a pas vocation à prendre les décisions à la place des chefs d'entreprise. Le rôle de l'État, c'est de définir un cadre, en l'occurrence un cadre qui est très largement contraint par les impératifs de la gestion de la crise sanitaire, mais à l'intérieur de ce cadre tel qu'il a été défini, classiquement les mesures de confinement,
la responsabilité du chef d'entreprise reste entière pour organiser le mieux possible son activité. Donc le rôle de l'État vis-à-vis de l'économie en ce moment, c'est aussi de définir un ensemble de règles du jeu qui permettent de surmonter la crise dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais à ce propos revenir sur un point qui me paraît tout à fait essentiel et sur d'ailleurs lequel est revenu le président de la République lors de son intervention d'hier soir, comme il l'avait fait lors de ses précédentes interventions. La décision a été prise au début de la crise de mettre le pays en confinement. Et on a pris la décision, l'État a pris la décision d'interrompre purement et simplement un certain nombre d'activités économiques, mais pas toutes les activités économiques. L'État a décidé d'interrompre les activités économiques dès lors que celles-ci s'exerçaient dans des établissements recevant du public où il y avait un risque sanitaire lié au rassemblement d'un nombre important de personnes dans un espace confiné. C'est la raison pour laquelle les salles de spectacle, les écoles, les commerces non essentiels ont vu leur activité interrompue pour éviter qu'il y ait, à travers leur fonctionnement, un risque accru de circulation virale. Mais dire que l'on interrompt pour des raisons sanitaires ce type d'activité, ce n'est pas en tirer la conclusion qu'il faut que tout s'arrête. Il y a, pour lutter contre cette crise épidémique, une première ligne, pour reprendre les termes du chef de l'État, qui sont nos soignants dans les établissements hospitaliers, dans les établissements médico-sociaux, mais il y a aussi une deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est celle de la résilience économique. Tout ce qui doit être peut-être télétravaillé doit être télétravaillé. Donc toute l'activité correspondant à la présence physique, qui peut être télétravaillée, est interrompue en présence physique. De la même manière, sont nécessairement interrompues l'activité de tous ceux qui, malheureusement, sont malades, ou de ceux qui sont fragiles, vulnérables, et doivent rester chez eux. Même chose pour les personnes qui n'auraient aucune solution de garde pour leurs enfants. Et de la même manière, sont interrompues toutes les activités qui ne présentent pas un caractère urgent, qui peuvent être reportées. Mais une fois qu'on a retranché, je veux dire, toutes ces activités correspondant à des indisponibilités collectives ou individuelles, il reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la résilience économique. Et il est important de bien avoir en tête qu'il n'y a pas d'un côté une liste d'entreprises essentielles et d'autres qui ne le seraient pas. Toute entreprise est potentiellement importante parce qu'elle appartient à une chaîne d'activité, parce qu'elle appartient à une chaîne de valeur. Et on voit bien depuis quelques semaines qu'un certain nombre de chaînes d'entreprises qui pourraient continuer à travailler ne le peuvent pas parce que dans leurs approvisionnements, parmi leurs fournisseurs, certains ont arrêté complètement toute activité. Donc il y a un effet domino qui peut aboutir à gripper complètement la machine économique. Et c'est cela qu'il faut éviter pour réussir le confinement, j'insiste. À l'heure actuelle, pour préparer le confinement. Alors, dernier point, et je vous rends la parole parce que je sais que je suis un peu long. Bien entendu, cette résilience de l'activité économique, elle suppose que l'on puisse respecter ces gestes barrières que chacun a en tête, que je ne vais pas rappeler. On ne peut plus continuer à avoir une activité économique comme on le faisait avant, sans respecter cette distance minimale de 1 mètre, sans avoir à portée de main la possibilité d'accéder à de l'eau, du savon ou un gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Voilà, mais tout ceci conditionne aujourd'hui le fonctionnement de l'activité économique résiduelle, le conditionnera à la sortie du confinement dans quelques semaines, mais sous cette réserve importante, impérative, il n'y a pas matière à interrompre par principe l'activité économique. À l'heure actuelle, sur le territoire, on est à quel pourcentage de l'activité économique qui est interrompue? Je ne suis pas certain de pouvoir le dire. Donc, écoutez, je prends la question, mais c'est difficile à dire. Ce que je peux vous indiquer, c'est que les quelques données un peu générales que j'avais en tête, qui datent de quelques jours, montraient qu'en Franche-Comté, nous avions un niveau de maintien d'activité qui était
plutôt supérieur à ce qui se passe dans d'autres régions françaises. Et ça tenait en particulier au fait, mais je ne sais pas si c'est encore valable au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, ça tenait en particulier au fait que nous avions une poursuite d'activités, d'un certain nombre d'activités de transport. Parce qu'on sait bien que le transport a un rôle absolument majeur, un clé pour l'ensemble du tissu économique, et que lorsque le transport ne marche pas, bien évidemment, ça produit ces fameux effets dominos dont je parlais tout à l'heure et des arrêts en chaîne. Alors, dans les questions précises, j'en ai une. Comment peuvent être aidées les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne permet pas d'obtenir l'aide de 1 500 €? Alors, j'ai à côté de moi M. Amilash, qui est chef du service économique en région. Et si vous me permettez, il va répondre à la question avec moi. Et j'avoue très franchement que sur les questions un peu précises et techniques, il sera mieux à même de vous répondre précisément. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, votre question porte sur les très petites entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 million d'euros et ne leur permet pas de bénéficier du premier volet du Fonds de solidarité, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, il y a effectivement le Fonds de solidarité, il est réservé aux entreprises, je dirais, qui sont les plus susceptibles d'être touchées par cette crise, donc les très petites entreprises qui avaient en 2019 un chiffre d'affaires faible, inférieur à 1 million d'euros, qui avaient un bénéfice faible, inférieur à 60 000 €. Il y en a effectivement beaucoup d'autres des entreprises, mais le plan de soutien qui a été mis en place par l'État, il se compose d'autres outils que du seul Fonds de solidarité. Je pense notamment au chômage partiel. C'est quand même la mesure emblématique qui a permis d'aider un tiers des salariés et un tiers des établissements de la région à peu près aujourd'hui sont en activité partielle. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont plus d'1 million de chiffre d'affaires, elles ont en général des salariés. Donc le premier outil, je dirais, c'est celui-ci, c'est l'activité partielle avec un reste à charge pour l'entreprise qui est presque nul. Donc une indemnisation quasi totale par l'État de la rémunération des salariés placés en activité partielle. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, je dirais par ordre d'intérêt pour l'entreprise, c'est le report de dettes fiscales et sociales. Là, à nouveau, il n'y a pas de limite sur l'effectif de l'entreprise. Toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Et puis, dernière mesure en termes de financement, c'est évidemment le prêt garanti par l'État, qui est une mesure importante, garantie à hauteur de 90% du montant du prêt qui est sollicité par l'entreprise. Il n'y a pas de limite en matière de taille de l'entreprise, il n'y a pas de limite en matière d'activité. Et l'entreprise peut, via cette garantie, bénéficier d'un prêt d'un montant de 25% de son chiffre d'affaires. Et là encore, ça concerne tout le monde. Donc, c'est vrai que sur le Fonds de solidarité, c'est réservé aux très petites entreprises, mais toutes les mesures que je viens de vous décliner, qui composent une grande partie du plan de soutien de l'État qui est doté au total de 100 milliards d'euros, tout ça s'applique à toutes les autres entreprises. Voilà. D'accord. J'en ai une autre. J'ai une commerciale qui refuse de travailler car elle doit garder ses enfants, mais afin de relancer mon activité, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, une commerciale qui peut bénéficier du congé de garde d'enfants, sa rémunération, elle a une rémunération dans ce cas-là qui est assurée à la fois par le système de sécurité sociale et par l'employeur à hauteur de 90% de sa rémunération brute. Donc, en se plaçant en congé garde d'enfants, et ça ne peut pas être refusé par son employeur, elle bénéficie d'une rémunération. La question là, elle vient plutôt de l'employeur qui dit moi, pour relancer mon activité, c'est la pièce maîtresse qui me manque, mais le problème, je ne peux pas la remettre en travail parce qu'elle a ses enfants à garder. Comment je fais pour relancer mon activité? Alors là, on rentre effectivement dans l'application stricte d'une règle de base du confinement, qui est le fait qu'on a interrompu l'activité des écoles, des établissements d'enseignement pour éviter qu'il y ait des enfants qui, même si on le sait, ne sont pas eux-mêmes durement touchés par l'épidémie, peuvent être néanmoins des porteurs du virus. Les écoles ont été, pour ce motif, fermées très tôt. Voilà. Donc, il n'y a pas de dérogation possible à cette règle. Donc, je n'ai pas de réponse à proposer à ce chef d'entreprise. Il n'y a pas de possibilité de contraindre cette salariée à revenir travailler dès lors qu'elle rentre dans les conditions qui sont prévues par les textes. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement aucune solution de garde. Alors après, aucune solution de garde, je ne veux pas rentrer dans
dans les situations personnelles, familiales ou autres. Il y a personnes qui trouvent des solutions auprès des proches ou autres, ça peut exister. Là, si ce n'est pas le cas, parfois, il y a malheureusement rien de plus à faire. Le dispositif d'accueil des enfants dans les écoles qui subsiste n'est pas un dispositif d'école et d'enseignement classique, c'est vraiment un dispositif de garde pour éviter qu'il y ait une rupture d'égalité entre des enfants qui continueraient de bénéficier d'enseignement à l'école et d'autres qui n'y seraient pas. Et comme vous le savez, ce dispositif d'accueil dans les écoles a été strictement réservé à des familles relevant de ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire les soignants, et aussi dans un nombre très limité de cas, ça représente à peine 10 familles à l'échelle de l'ensemble de la Côte d'Or, c'est vous dire, des personnels policiers ou pompiers, voilà. Mais il n'y a pas de dérogation prévue, donc il appartient à ce chef d'entreprise, eh bien, malheureusement, de prendre acte, et il appartient aussi à ses salariés, bien sûr, de rechercher autour d'elle les solutions les plus opérationnelles, mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de possibilité pour le chef d'entreprise de faire revenir autoritairement cette salariée. Ce qui pose aussi une autre question, c'est la responsabilité de l'État et du chef d'entreprise, elle s'arrête où dans ce genre de décision? Est-ce qu'on pourra reprocher a posteriori à un chef d'entreprise d'avoir rouvert son activité trop précocement? Ou à l'inverse, est-ce qu'on pourra lui reprocher devant, par exemple, si ça entraîne la faillite de l'entreprise et qu'on est obligé de passer devant un tribunal ou pour une autre procédure, est-ce que ça pourra être reproché en disant C'est une question qui est revenue très souvent dans les échanges que nous avons eus avec les représentants du monde économique, les représentants de différentes branches professionnelles, c'est celle de la responsabilité d'un employeur vis-à-vis de la sécurité de ses salariés. Donc l'employeur, il est effectivement responsable de la sécurité de ses salariés, c'est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que l'organisation du travail permette d'assurer cette sécurité. Et c'est bien prenant conscience de cette difficulté-là que le gouvernement a engagé il y a maintenant 3 semaines une discussion branche par branche pour arriver à définir des guides de bonne pratique, définissant précisément les conditions dans lesquelles doivent se poursuivre les activités économiques pour que soit préservée la sécurité sanitaire des salariés. Donc dès lors qu'un employeur décline ces bonnes pratiques résultant de ce travail de concertation entre les ministères, les branches professionnelles et les organisations syndicales de salariés, dès lors qu'il respecte ces guides de bonnes pratiques, évidemment, sa responsabilité n'a pas lieu d'être engagée. J'insiste aussi sur un point important. Ces guides de bonnes pratiques, ils définissent ce qu'il faut faire, mais ils définissent aussi, à contrario, ce qu'il est inutile de faire. C'est-à-dire qu'il faut s'en tenir strictement à ce qui est prévu dans ces guides de bonne pratique, ni plus, ni moins, plutôt ni moins, ni plus. C'est-à-dire que dès lors qu'il est inscrit, il est dit qu'une distance minimale de sécurité doit être respectée à partir de 1 mètre, ce n'est pas la peine d'imposer une distance de sécurité de 2 mètres. Voilà, pardon pour cet exemple un peu trivial, mais ces guides de bonne pratique sont également utiles aux chefs d'entreprise pour cela, c'est-à-dire leur dire ce qu'il faut faire, mais également limiter ce qu'il faut faire et ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Alors, ce guide de bonne pratique, est-ce qu'on peut le retrouver par exemple sur votre site internet? Les guides de bonne pratique, ils sont accessibles sur le site internet du ministère du Travail. Donc il y en avait une quarantaine qui étaient en chantier, un certain nombre d'entre eux ont déjà abouti. C'est un gros travail qui est effectué depuis plusieurs semaines, mais ils sont accessibles sur les sites du ministère du Travail de façon générale. Il ne faut pas hésiter à aller sur les sites d'information du ministère du Travail pour des guides de bonne pratique, sur les sites du ministère de l'Économie de Bercy pour tout ce qui est lié au dispositif d'appui à l'économie, aux chefs d'entreprise. Et si j'insiste sur ces sites d'information publique, c'est par défaut pour déconseiller formellement d'aller chercher son information exclusivement sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas en dire qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher de l'information, je pense qu'il est important d'aller sur ces sites publics. Chacun sait que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup
théories complotistes, beaucoup d'âneries qui circulent. Donc voilà, l'information publique, l'information officielle dans un pays démocratique comme le nôtre, elle se trouve aussi sur les meilleures sources des ministères. D'accord. Et donc j'avais une autre question. Donc celle-ci, elle vient alors de Vincent Martin, président de la FRTP-BFC, qui posait deux questions. Alors la première, c'était la législation du transport. Est-ce qu'elle va être adaptée? Parce que eux, quand ils reprendront le travail, ils auront besoin d'autorisation de circuler, notamment les soirs et les jours fériés. Est-ce que ça va y avoir des dérogations par rapport à ça? Alors, permettez-moi d'ailleurs de saluer M. Martin, puisqu'il fait partie des responsables, des représentants de branches avec lesquels nous avons régulièrement des contacts. Alors, sur les transports, je me retourne vers M. Nimache à mes côtés. Est-ce que le guide des bonnes pratiques est sorti ou pas? Sur le transport, il y avait une première version qui devait être finalisée parce qu'il y avait eu quelques commentaires de la branche. Peut-être rappeler que sur le transport, on a eu le préfet a eu des échanges avec la fédération régionale depuis le début, et il le disait tout à l'heure, on est la deuxième région française, ou on l'était en tout cas la semaine dernière, la deuxième région française où le taux de transporteurs routiers à l'arrêt est le plus faible. Deuxième région après la Normandie, il y a seulement 19% de transporteurs routiers qui sont en arrêt total en région Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, c'est le fruit d'un dialogue nourri entre notamment la région et les représentants de la Fédération de transport. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, le guide devait être finalisé parce qu'il y avait eu quelques commentaires de la branche. Je pense que ça doit arriver dans les prochains jours. Voilà. D'accord. Parce que parmi les sujets de préoccupation des chefs d'entreprise, il y a évidemment l'accès aux masques. Donc c'est vraiment un sujet dont il faut parler. Dans les grandes lignes, bon, vous savez qu'il y a différents types de masques. Il y a les fameux masques FFP2 qui doivent être réservés en priorité à des soignants, mais vraiment à des soignants qui font des actes médicaux d'hyper proximité et hyper exposants pour eux-mêmes. Il y a les masques chirurgicaux qui sont protecteurs, mais qui sont aussi, et peut-être même surtout, destinés à ce que les personnes malades ou contagieuses ou susceptibles de porter un virus n'exportent pas ce virus vers celles et ceux qui les entourent. Donc ça, c'est les masques qui sont prioritairement destinés aux soignants, mais il y a de nouvelles normes qui sont élaborées et qui permettent de fabriquer des masques en tissu, des masques qui n'ont pas le même niveau de protection que les masques sanitaires, mais qui offrent par ailleurs une protection suffisante. Donc il y a un gros effort qui a été fait en France et aussi dans notre région pour que les entreprises puissent non seulement augmenter la production des masques à usage sanitaire, notamment les masques chirurgicaux, mais aussi ces fameux masques alternatifs destinés à des non-soignants et qui vont considérablement se développer. Par ailleurs, depuis maintenant quelques semaines, le ministère de la Santé publique France, a opéré un certain nombre de commandes massives de masques chirurgicaux, masques FFP2, prioritairement pour les personnels des établissements de santé, pour les personnels médico-sociaux, pour les praticiens ambulatoires. Et donc, cette commande massive arrive, non sans difficulté, parce que, comme c'est une épidémie mondiale, évidemment, il y a d'autres pays que la France qui commandent de façon massive des masques, mais ces commandes existent. Et du coup, ça permet aussi à des entreprises de s'organiser pour, elles aussi, commander des masques. Il y a une structuration qui est mise en place à partir de Bercy, qui passe par des grandes entreprises du CAC 40 qui portent des commandes à charge pour elles ensuite de les rediffuser dans le secteur économique correspondant à la branche auprès de l'ensemble des entreprises. Donc tout ceci est en train de se structurer et doit permettre de donner un accès beaucoup plus fluide à des commandes de masques et d'équipements de protection au secteur économique, une fois bien sûr garantie la suffisance de la fourniture en moyens de protection pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Alors ça, c'est la question suivante. Il y a beaucoup d'initiatives dans le monde d'entreprise ou dans le monde associatif qui ont été faites pour fabriquer du matériel pour des hôpitaux, notamment le CHU de Dijon qui consomme 10 000 masques par jour a
un tissu de 200 couturières bénévoles qui fabriquent les surblouses. D'où est-ce qu'on pourra reprocher un manque de protection de ces outils-là ou d'efficacité, etc., aux personnes qui, de bonne volonté, fabriquent ces outils-là? Parce que d'habitude, ça prend du temps, il faut être homologué, etc. Mais là, dans l'urgence, ça a été fait un petit peu comme chacun a pu. Et justement, où est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Et mon exemple pour illustrer ça, c'était aussi le CHU de Besançon, qui ont développé des petites pièces en impression 3D qui n'ont pas d'homologation au niveau national, mais c'est juste le CHU qui a donné l'autorisation de le faire. Est-ce que le CHU va se retrouver en porte-à-faux par rapport à ça? Alors, il ne faut pas que l'homologation nationale soit un frein aux initiatives locales. C'est la raison pour laquelle on est passé d'un système où il y avait une homologation production par production, entreprise par entreprise, à un système dans lequel les normes sont publiées, affichées. Je parle là des masques, notamment des masques dits alternatifs, des masques en tissu. Et donc, les initiatives locales, les petites entreprises locales qui ne fabriquent pas de gros volumes, elles peuvent tout à fait se référer à ces normes nouvelles qui figurent sur les sites des ministères concernés et se conformer à ces prescriptions pour faire une production de qualité. Alors justement, ces normes, on les retrouve où? Bilal. Sur le site de la Direction générale des entreprises, donc, qui fait partie du ministère de l'économie et des finances, sont affichés de manière transparente tous les producteurs de masques en tissu. Il y en a 90 ce jour-là. 90 producteurs qui ont été validés, donc qui ont envoyé un prototype qui a été validé par la Direction générale de l'armement. Et donc aujourd'hui, pour des petits producteurs, c'est vrai que plutôt que de faire homologuer leur prototype, ce qui peut prendre du temps, le plus simple, comme le disait Monsieur le Préfet, c'est encore d'aller sur le site de la Direction générale de l'entreprise. Chaque prototype, que ce soit la matière, le modèle, y est décrit, et de reprendre ce modèle-là et cette matière-là strictement, et je dirais de produire en fonction de ce modèle-là. Ça évite d'avoir à valider un nouveau modèle, et c'est plus simple et plus rapide pour tout le monde. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut assouplir et fluidifier l'accès à la bonne norme ou à la bonne pratique et la bonne façon de fabriquer un masque. Donc ça, il faut fluidifier l'accès à cette information-là, mais il ne faut pas non plus considérer qu'il suffit d'avoir un bout de tissu et deux élastiques pour avoir une protection. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et c'est bien qu'il y ait de l'initiative, il faut qu'il y ait de l'initiative de terrain, il faut qu'il y ait de la débrouille, dans le meilleur sens qu'on peut donner à ce terme-là, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de sécurité qui soit associé à tel ou tel équipement. C'est l'objectif de cette mise en ligne de normes. Alors, permettez-moi aussi de rajouter un point. On parle beaucoup des masques et chacun sait qu'effectivement, une des clés de la réussite du déconfinement dans quelques semaines, ça sera cette capacité à approvisionner la population, les entreprises en masques, sur cette protection. Mais le masque, c'est pas une amulette. C'est pas un objet magique. En d'autres termes, le masque ne dispense pas de respecter les gestes barrières. On ne le répétera jamais assez. Le strict respect des gestes mesures barrières est nécessaire et suffisant. Le masque vient en plus. Mais quand on a un masque, on n'est pas pour autant totalement protégé. On sait très bien que la contamination, elle peut s'opérer par des mains que l'on va machinalement porter au visage. Elle peut s'opérer par les yeux. Et donc, le masque, ce n'est pas une garantie à 100% d'être protégé. Et c'est principalement le moyen, lorsque l'on est malade ou potentiellement contagieux, de protéger les autres. Et j'avais une question aussi, tous les bénévoles qui prennent beaucoup de temps, etc., est-ce qu'il n'y a pas moyen de les indemniser par rapport à la production qu'ils font et du coup baisser le coût du chômage partiel? Un salarié, de toute façon, dont l'entreprise est en activité partielle, bénéficiera de cette indemnisation-là. Ça n'empêche pas pour le salarié de travailler pendant qu'il est en activité partielle pour une autre entreprise qui, elle, aurait un pic d'activité, par exemple dans l'agroalimentaire. Ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de votre question. Quant à la première partie de votre question, nous, ce qu'on essaye de développer, c'est il y a quelques producteurs dans la région dont les prototypes de masques en tissu ont été validés, qui ont des capacités de production importantes et qui parfois ont besoin de main-d'œuvre. Le plus simple à faire, c'est encore que les petits
pool de couturiers, de couturières qui se structurent dans quelques villes de la région, s'associent à ces producteurs, parce qu'en général, les industriels dont je vous parle, eux, ils vendent leurs masques en tissu, alors à des prix raisonnables, mais ils les vendent, et puis il y a une facturation de la main-d'œuvre qui peut être organisée ainsi, certains l'ont fait. D'autres ont préféré envoyer leurs masques en direct sous la forme de dons au CHU, mais il existe cette possibilité tout simplement. Il y a des producteurs dans la région qui cherchent un petit peu de main-d'œuvre, donc les couturiers et couturières sont évidemment invités à se rapprocher d'eux et à être facturés dans le cadre de cette activité. Hein. C'est possible. J'avais aussi une autre question, alors encore de Vincent Martin. Sur la législation du travail, est-ce qu'il va y avoir un assouplissement de cette législation qui permettra aux patrons de supprimer des vacances ou des RTT, etc., pour pouvoir augmenter la capacité de production? Il n'y a aucune information à ce stade. Le président de la République, lorsqu'il s'est exprimé hier, a dit que le déconfinement débuterait à partir du 11 mai, il a dit qu'il serait progressif, a dit qu'un certain nombre de règles et de principes et de prescriptions seront édictées, il n'en a pas défini la nature. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels il a invité tout le monde à réfléchir dans les semaines qui viennent pour arrêter une stratégie, mais au moment où je vous parle, je n'ai pas d'indication précise en réponse à la question de M. Martin. Et une autre question, c'est par rapport aux aides. À l'heure d'aujourd'hui, donc on fait les dossiers, les procédures sont simplifiées, etc. Est-ce qu'on doit s'attendre à un gros retour de bâton, d'avoir des contrôles renforcés sur ces aides-là et qu'au bout d'1 an, 2 ans, on soit obligé de les rembourser parce qu'on n'aura plus les éléments justificatifs? Écoutez, une aide de l'État, c'est de l'argent public et toute dépense d'argent public doit donner lieu ou peut donner lieu à un contrôle. Hein. C'est une règle d'or, c'est un principe de base. Et je pense que n'importe quel citoyen de ce pays et n'importe quel citoyen contribuable de ce pays comprend que l'engagement de l'argent public, de l'argent des impôts, doit donner lieu à un contrôle. Donc, compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle nous nous sommes trouvés, la priorité a été donnée au service de l'État de fluidifier l'accès aux aides. Et donc, s'agissant en particulier de l'activité partielle, d'avoir une quasi-automaticité dans l'obtention de l'activité partielle sur déclaration. Voilà. Donc, il faut simplement que chacun soit raisonnable et que l'activité partielle, même en situation épidémique, elle correspond à une interruption involontaire d'activité. C'est-à-dire, si vous avez des gens qui sont en télétravail et qui fournissent en télétravail qui en même temps sont en activité partielle, ça va pas, c'est un détournement et ça peut éventuellement exposer les chefs d'entreprise à des contrôles. Je crois qu'il faut que chacun dans cette crise soit sérieux et fasse preuve d'esprit civique. C'est dans les situations de crise que toute l'importance du civisme apparaît. Le civisme de ceux qui respectent le confinement, le civisme de ceux qui continuent d'exercer une activité dans des conditions sanitaires protectrices, et le civisme des chefs d'entreprise qui gèrent avec sérieux et dans le respect d'une déontologie les dispositifs d'aide qui leur sont offerts. Voilà. Donc la première réponse à la crise, avant même de parler de contrôle, c'est l'esprit civique de tout le monde. C'est le rappel à chaque individu qu'il porte une part de responsabilité collective, il porte une part de l'intérêt général. Tout le monde. Et là, à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer à essayer de reprendre un petit peu une activité économique, tout en respectant les gestes barrières, même si notre activité n'est pas considérée comme essentielle? La reprise de toutes les activités liées au déconfinement, elle n'est pas d'actualité. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'une fois que l'on a mis de côté tout ce qui peut être télétravaillé, tout ce qui correspond à l'activité des personnes malades ou ayant des problèmes de garde d'enfants ou des personnes vulnérables, tout ce qui correspond à des activités qui peuvent être différées ou reportées, il reste ce flux de résilience économique. Et le discours, il n'a pas changé depuis le début. Référez-vous aux propos du président de la République dans ses premières interventions. On a, dès le début, en tout cas c'est le discours que j'ai tenu moi en région avec
les organisations professionnelles et les établissements consulaires. J'ai dès le début indiqué que la mise en place du confinement n'impliquait pas l'interruption de toute forme d'activité, n'impliquait pas la mise à l'arrêt par principe de toute l'activité économique et de toutes les entreprises. Donc le discours, il n'a pas changé. Il reste le même depuis le début. Hein. Donc, pour répondre à votre question, la résilience économique, elle doit être assurée dans toute la mesure du possible, et ce depuis le début du confinement. Ce sont les mêmes principes, les mêmes règles qu'on applique depuis le début et qu'on continue à appliquer jusqu'à la sortie du confinement. Une autre question d'un internaute, c'est j'ai tous mes salariés qui sont en chômage partiel, puis-je les faire travailler pour préparer l'après juste en téléconférence? Écoutez, à partir du moment où ils sont en téléconférence, ils travaillent un peu quand même. Donc à ce moment-là, il faut peut-être revoir le quota de l'activité partielle de telle façon qu'on prenne en compte en toute rigueur cette part d'activité de travail dès lors qu'elle est significative. Une autre question, c'est j'ai un restaurant dans le Jura, je suis plus au bord de la faillite qu'autre chose, je n'ai pas de trésorerie pour pouvoir verser les salaires, comment je peux faire? Là, il y a tous les volets d'aide qui font partie du plan de soutien aux entreprises. Donc, en premier lieu, je pense le fonds de solidarité, bien sûr. Donc le premier volet, avec cette aide d'un montant maximal de 1 500 € pour compenser la baisse de chiffre entre mars 2020 et mars 2019. Alors, cette aide-là, pardon, excusez-moi, oui. Cette aide-là, les 1 500 €, pendant que j'y pense, oui. C'est est-ce que ça doit être versé sur le compte de l'entreprise ou sur le compte du gérant? Est-ce que c'est une aide qui est dédiée au salaire du gérant ou plutôt pour l'entreprise? C'est une aide qui est dédiée à l'entreprise. Donc, elle est versée sur le compte de l'entreprise. Alors, pourquoi on passe par le compte personnel des impôts pour pouvoir passer cette aide-là? Le RIB qui est demandé par la DGFiP sur le fonds de solidarité, c'est bien le RIB de l'entreprise, qui est rattaché à l'entreprise. C'est l'un des rares contrôles qui est fait par la DGFiP d'ailleurs. Après, le site de la DGFiP, il a été choisi parce qu'il fallait, pour aider les entreprises qui étaient quand même dans une situation en matière de trésorerie difficile, bénéficier d'un paiement le plus rapide possible. Et le site de la DGFiP, il est opérationnel, tous les contribuables l'utilisent et il permettait d'avoir un paiement rapide. Après, pour revenir à votre première question sur la situation difficile de ce restaurateur, voilà, je vous dis, ce premier volet du fonds de solidarité, il ne faut pas oublier qu'à partir de demain, il y a le deuxième volet du fonds de solidarité mis en place et il permet pour les très petites entreprises qui ont bénéficié du premier volet, donc dans la limite de 1 500 €, de bénéficier d'un deuxième volet qui sera instruit par les services du conseil régional avec une aide forfaitaire de 2 000 €. Et donc cette aide, elle est réservée à ceux qui ont déjà bénéficié du premier volet, mais qui seraient dans une situation, je dirais, en matière de trésorerie difficile dans les 30 jours à venir, avec une possible cessation de paiement, et puis dont les banques auraient refusé le prêt. Alors pour ces entreprises-là, ce deuxième volet est possible à partir de demain pour une aide forfaitaire de 2 000 €. Donc voilà peut-être un autre élément de réponse pour ce restaurateur-là, étant entendu que toutes les autres aides qui composent le plan de soutien aux entreprises, donc ça va sans dire le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, les reports de dettes fiscales et sociales, même pour les entreprises qui sont en difficulté au cas par cas, des remises gracieuses d'impôts directs sont possibles. Donc on peut même aller plus loin que le report quand l'entreprise est vraiment en difficulté. Donc si c'est le cas pour ce restaurateur, voilà, ces remises gracieuses sont possibles. Et puis le deuxième volet du fonds de solidarité à partir de demain, ça peuvent être des réponses précieuses pour soulager sa trésorerie. Pour toute la filière de... Oui ? Pardon. Pour toute la filière de l'événementiel, de l'hôtellerie et de la restauration, ces filières-là ne sont pas prêtes de retrouver une activité normale. Est-ce qu'il y a des choses à l'échelle régionale qui sont prévues pour les accompagner pendant ce laps de temps où ils ne peuvent absolument rien faire? Oui, alors deux éléments de réponse pour le tourisme événementiel. Et comme vous le dites,
leurs représentants sont touchés par la crise, par l'épidémie du corona depuis le mois de février, en fait, et bien avant le début du confinement, puisqu'ils ont été touchés par des annulations de visites, des annulations de réservations, etc. Donc, au niveau régional, il y a une première réponse du Conseil régional. Ils ont communiqué là-dessus pour plutôt la fin du mois d'avril avec un fonds spécifique aux entreprises de la filière tourisme et de la filière événementielle. Chacun de ces fonds-là sera doté de 2,5 millions d'euros avec une aide forfaitaire possible de 5 000 euros pour les entreprises de ces secteurs de moins de 50 salariés. Donc ça, le Conseil régional communiquera sur les modalités de ces aides-là plutôt à la fin du mois d'avril. C'est un premier niveau de réponse. Et puis le deuxième niveau de réponse, le président Macron l'a dit hier dans son allocution, et il y aura un fonds spécifique au tourisme et à l'événementiel qui sera certainement annoncé par le secrétaire d'État référent Jean-Baptiste Lemoyne dans les jours ou les semaines à venir. Donc là, c'est « Je suis coiffeur ». Comment je peux faire pour mettre en place les gestes barrières pour rouvrir et reprendre mon activité ? Bon, il y a un silence. Parce qu'on sait pas bon. Donc, je veux dire, je n'ai pas la réponse technique, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra en trouver une. Voilà. Mais je suis certain que ce n'est pas un sujet qui reste en souffrance, mais je n'ai pas la réponse technique là. En plus, c'est un sujet qui implique de maîtriser certains aspects épidémiologiques ou autres. Ce n'est pas mon cas. Enfin bon, j'imagine que avec des mesures de distanciation entre les différents clients, avec le port de masque, avec une hygiène qui existe déjà, mais encore renforcer des outils utilisés, on doit pouvoir y arriver. Et on y arrivera. Et j'ai une dernière question, c'est le port du masque, des gants, etc. Sont-ils considérés comme des EPI? Devront-ils être à la charge de l'entreprise aussi bien pendant le temps de travail que quand les salariés sont chez eux? Alors, le masque n'est pas considéré comme un EPI. En fait, les masques en tissu qui seront de manière plus générale distribués ou vendus aux salariés et à destination des entreprises sont bien des dispositifs médicaux. En fait, il y a même 2 nouvelles catégories de masques pour rentrer un peu dans la technique qui ont été créées par la Direction générale de la santé. Donc, ce ne sont pas des dispositifs médicaux. Par contre, tout ce qui est gants, lunettes, visières, etc., là, ce sont des équipements de protection individuelle, des EPI, qui sont réglementés, mais comme c'est le cas habituellement par le Code du travail. Et du coup, c'est à la charge de l'entreprise d'acheter les gants pour les salariés, les masques pour les salariés, ou ça sera aux salariés de le faire? Pas de réponse. On ne sait pas encore. Sur le circuit de distribution, encore les modalités très, très précises. Donc, comme dit Monsieur le Préfet de région, pour l'instant, elles n'ont pas encore été complètement précisées. Et par exemple, dans des milieux comme dans le BTP ou dans les métallurgies, où ils ont déjà des gros casques avec des visières de protection par devant, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a besoin, en plus de ça, d'avoir un masque? Il faut se référer au guide BTP, je ne le connais pas par cœur, il doit faire une 30aine de pages. Peut-être moins, je ne sais pas, mais je vous invite à vous référer à ce guide qui doit fournir tous les éléments d'explication et de réponse utiles. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Dernier point, vous me donnez encore quelques secondes. Oui, allez-y, prenez le temps qu'il faut. Non, je voulais simplement vous dire que on est dans une situation de crise. Et le propre d'une situation de crise, c'est qu'on est obligé d'improviser, de s'adapter, de faire preuve de réactivité en permanence, en étant confronté à des situations qui, par principe, n'ont pas été décrites dans les manuels, n'ont pas été décrites dans les plans de secours. Et ça peut expliquer ce sentiment que l'on a de ne pas avoir en permanence toutes les réponses à toutes les questions. C'est malheureusement inhérent à la situation de crise. Donc il faut qu'on s'habitue à fonctionner un peu en itération. C'est ce qu'on fait depuis 4 semaines maintenant. Il y a des questions qui nous remontent du terrain. On interagit avec les différents ministères sur les différents sujets. Et au fur et à mesure que les jours passent, on définit, on fiabilise
on sécurise des modes d'action, des modes de pensée et des guides de bonne pratique. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous n'ayons pas à l'instant T toutes les réponses. Encore une fois, nous sommes dans une crise et c'est vraiment au jour le jour que nous affinons les dispositifs et que nous nous efforçons d'apporter des réponses à chaque fois les plus fiables possibles aux acteurs économiques du territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis vous dire aussi que, comme l'a indiqué le chef de l'État, nous devons continuer à respecter les principes du confinement tels qu'ils ont été fixés il y a 4 semaines, en incluant la deuxième ligne, la troisième ligne, la résilience économique, c'est vraiment important. Et puis vous dire aussi, sur un plan plus général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que chaque individu, quelle que soit sa place dans la société, prenne bien conscience qu'il est porteur d'une responsabilité devant l'intérêt général. Et puis, dernier propos pour vous dire que même si nous n'avions pas, pour la plupart d'entre nous, connu de crises importantes, ces crises importantes, elles ont jalonné l'histoire de notre pays, elles ont jalonné l'histoire de la République. Et la République française, elle est solide, elle fonctionne elle repose sur des bases extrêmement robustes. Et donc il y aura un après. Il y aura un après et nous surmonterons cette épreuve comme la République a surmonté toutes celles qui ont précédé. Et il y en a. Donc j'ai une question, c'est est-ce qu'il existe une foire aux questions sur un site internet de la préfecture ou autre, qui résume un petit peu toutes les questions que les gens posent, etc., autour de la maladie, autour des protections à prendre, etc., et des conséquences économiques? Oui, alors il y a des foires aux questions sur tous les sites du gouvernement, gouvernement.gouv.fr. Vous avez des pages et des pages écran de questions-réponses qui ont été par thème, qui ont été alimentées, qui sont alimentées au jour le jour. Du fait de cette itération que j'évoquais à l'instant. D'accord. Et une autre question, c'est le traitement des dossiers familial arrêté pour le moment. Donc j'imagine que ça doit être la CAF. Est-ce que la CAF a arrêté de traiter ou d'instruire les nouveaux dossiers? Je ne peux pas vous répondre pour la CAF. D'accord, ok. Voilà. Eh bien, hop, il y a juste un petit tour rapide. Non, je ne vois plus de questions. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer à cet échange de questions-réponses. Merci à vous, bon courage. Merci, vous aussi. Au revoir, à très bientôt.